C'était une disparition qui a hanté une famille et une communauté pendant plus d'un an. Une femme disparue sans laisser de traces. Aucune réponse, aucune conclusion, seulement des questions. Qu'est-il arrivé à Jill? Et maintenant, une avancée majeure dans l'affaire. Et j'ai observé dans le garage ce qui semblait être une grande zone réparée d'environ 1,50 m de long sur 1 m de large. Caché au grand jour et un suspect qui n'est jamais loin révélant quelque chose au tribunal que personne n'avait vu venir. Nous enquêtons dans l'émission présentée par Law & Crime. Je suis Chris Stewart. Salut les gars, très rapidement, je veux vous parler de cette application qui peut vraiment vous aider. Elle s'appelle Upside. Upside vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses et les plats à emporter. Voici comment faire. Téléchargez Upside gratuitement. Sélectionnez une offre parmi plus de 100 000 points de vente, puis payez normalement avec votre carte. Vous vérifiez l'achat et récupérez de l'argent réel. J'ai utilisé Upside par exemple pour faire le plein ou prendre un plat à emporter. Je cherche des offres sur Upside. Après la dépense, l'argent apparaît dans mon application, puis je le transfère aussitôt sur mon compte bancaire. Les utilisateurs fréquents d'Upside récupèrent en moyenne 254 $ par an. Alors, pour commencer à obtenir votre cashback, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR et utilisez le code promo OTC pour obtenir un bonus supplémentaire de 25 cents sur chaque gallon lors de votre premier plein d'essence. Lorsqu'une personne disparaît, cela peut mener les autorités sur plusieurs pistes. On se demande, est-ce que cette personne a été enlevée ou peut-être qu'elle s'est simplement enfuie? Ou bien était-ce quelque chose d'encore plus sombre que ce que quiconque pourrait imaginer? Ce sont les questions que les forces de l'ordre, y compris le FBI, se posaient depuis janvier 2025 au sujet d'une femme du Massachusetts nommée Jill Kloppenberg. Voici l'avis de recherche de Jill Kloppenberg, avec sa photo et ses informations. Il a été publié sur le site du FBI. Voici ce que nous savons sur elle. Elle vivait à Lowell, une petite ville à 65 km au nord de Boston, dans le Massachusetts. Le FBI a déclaré que la dernière fois que quelqu'un l'a vue, c'était en janvier 2025, plus précisément le 2 janvier. Elle a été vue pour la dernière fois quittant son immeuble sur Broadway à Lowell. C'est un endroit où ils disent qu'elle séjournait temporairement chez des amis. Cependant, Jill n'a été signalée disparue qu'en février 2025. Les forces de l'ordre disent que les amis de Jill, qui ont décidé de signaler sa disparition, ne lui avaient en fait pas parlé depuis l'automne 2024. Les personnes qui ont fait ce signalement de disparition ont déclaré que Mademoiselle Kloppenberg était une amie à eux, qu'ils ne l'avaient pas vue physiquement depuis août 2024 et que leur dernier contact par message texte remontait à novembre, le 20 novembre 2024. Un indice que la police avait, cependant, était la dernière fois que le téléphone de Jill a été utilisé. Et cela a eu lieu précisément le 14 janvier 2025. Après cela, son affaire semblait au point mort. Où elle était et ce qui lui était arrivé restait flou. Le nom de Jill figurait dans une base de données de personnes disparues et son dossier n'a pas progressé pendant plus d'un an. Comment une telle personne peut-elle disparaître ainsi? Eh bien, il semble que cette question ait trouvé une réponse en 2026, plus précisément ce mois-ci, le 10 mars. Les autorités affirment que l'affaire a été résolue grâce à un renseignement reçu par la police à environ une demi-heure au nord de Lowell, de l'autre côté de la frontière, à Nashua, dans le New Hampshire. Cependant, le 10 mars 2026, le département de police de Nashua, dans le New Hampshire, a reçu un appel contenant des informations sur un possible homicide. Ils ont ensuite été en contact avec la personne qui les avait appelés, qui a expliqué qu'il avait un ami. Le nom de son ami était Sean Sullivan, Sean avec un W, qui lui avait dit qu'il aurait tué une femme nommée Jill chez lui vers janvier 2025. Sean a également affirmé, soi-disant, qu'il lui avait tiré dessus puis l'avait enterré sous le plancher du garage de la maison d'Audrey Avenue à Tyngsboro où il vivait. Le secret de ce qui aurait pu arriver à Jill n'était apparemment pas un secret pour la personne qui en serait responsable. Et le nom de cet homme est Sean Sullivan. Il a 40 ans et le voici sur Facebook. Ironiquement peut-être, il se présente comme étudiant en justice pénale à Worcester State. Nous avons cherché Sean sur Facebook et nous avons regardé ses amis en commun. Et regardez ici. Vous pouvez voir qu'il était connecté à Jill Kloppenberg. Le tuyau du New Hampshire disait que Sean Sullivan aurait avoué à la source avoir tué une fille nommée Jill. Et en plus de cela, son corps était enterré sous le garage de sa maison à Tyngsboro, dans le Massachusetts, à environ 8 km du bâtiment où Jill a été vue pour la dernière fois en train de partir en janvier 2025. Jusqu'à présent,
On ne sait pas quel était le ton de cet aveu présumé. Sean Sullivan se vantait-il auprès d'un ami pour jouer les durs, prétendant avoir tué quelqu'un et enterré le corps? Ou bien est-ce qu'il aurait avoué cela à un ami, se confiant à une personne en qui il pensait pouvoir avoir confiance, parce que la culpabilité de ce qu'il aurait fait l'année précédente était devenue trop lourde à porter? Cela reste encore flou à ce stade. Mais ce qui est clair, c'est ce que la police dit avoir trouvé dans sa maison, plus précisément sous son garage. La police s'est rendue chez lui. La voici sur Google Maps et c'est là qu'ils ont fouillé le garage. Le 15 mars, des enquêteurs du service de police de Tyngsboro, du service de police de Tewksbury et de la police d'État ont exécuté un mandat de perquisition dans cette maison à Tyngsboro. Et ils ont observé dans le garage ce qui semblait être une grande zone réparée d'environ 1,50 m de long et 1 mètre de large. Ils ont utilisé un radar à pénétration de sol pour scanner tout le sol du garage et ils ont confirmé que quelque chose se trouvait sous cette zone qui avait été découpée et réparée. En collaboration avec le bureau du médecin légiste en chef, les enquêteurs ont ensuite pu découper le sol du garage et récupérer un sac en plastique contenant ce qui a été confirmé par le bureau du médecin légiste comme étant des restes humains. La police du New Hampshire a constaté qu'il y avait une certaine Jill Kloppenberg portée disparue dans la base de données et ils ont confirmé qu'elle était connue de Sean Sullivan. La police affirme qu'ils étaient en fait considérés comme des amis. Maintenant, l'étendue de cette relation, à quel point ils étaient vraiment proches, ce n'est pas clair. Ils affirment aussi que Kloppenberg était déjà allé chez Sullivan et avait été vu avec lui près du moment de sa dernière apparition. Même si le procureur du comté de Middlesex a cité le nom de Jill lors de sa conférence de presse. En annonçant l'arrestation de Sullivan, elle a précisé à ce moment-là que le corps qui aurait été retrouvé chez lui était considéré comme une Jane Doe, jusqu'à ce qu'il puisse en confirmer scientifiquement que les restes étaient ceux de Jill. Mais l'oncle de Jill s'est rendu sur Facebook et il a écrit ceci. Je cite, Hier soir, une voiture de police est entrée dans mon allée et l'officier est venu à ma porte, a demandé à entrer et a mentionné le nom de ma nièce. Il m'annonçait le décès et me donnait le nom d'un détective à contacter. Les restes de ma nièce ont été retrouvés dans les bois du Massachusetts. Il pouvait m'assurer à 100% que les restes étaient bien les siens, même s'ils doivent encore le confirmer par ADN, et qu'une autopsie doit être réalisée pour tenter de déterminer la cause du décès. Disparue depuis 14 mois, elle a sans doute été là-bas tout ce temps. Âme perdue, elle est peut-être enfin en paix. Elle avait des problèmes de drogue et choisissait des hommes violents. Et maintenant, même si nous n'étions pas particulièrement proches, je me surprends à marcher les yeux humides au bord des larmes, à cause de sa perte, à cause de ce qui aurait pu être. L'affaire sera résolue. Voici les accusations auxquelles Sullivan fait face. Sean Sullivan, âgé de 40 ans et originaire de Tyngsboro, a déjà été inculpé et fera face à d'autres chefs d'accusation, y compris pour meurtre. Cette accusation de meurtre concernera Jane Doe puisque nous n'avons pas encore la confirmation de l'identité des restes humains retrouvés dans le garage. Il sera également inculpé d'agression et de coups et blessures avec une arme dangereuse ayant causé des blessures graves, ainsi que de traitement inapproprié de restes humains. Mardi, Sean Sullivan a comparu pour la première fois devant un juge au tribunal de district de Lowell, la tête baissée, semblant triste et bouleversé la plupart du temps. Son avocat s'est tenu devant la caméra durant la majeure partie de l'audience. Cette vidéo vient de Boston Fox 25. Une révélation choc de cette audience a été que l'avocat de Sullivan n'a pas nié que son client était celui qui avait tiré avec l'arme, mais il a déclaré que cette affaire devrait être considérée comme un homicide involontaire, pas comme un meurtre. Les procureurs affirment que Sullivan a admis auprès des forces de l'ordre qu'il avait tiré avec l'arme qui a tué Jill Kloppenberg. Sullivan aurait déclaré que Jill se trouvait chez lui et qu'il avait sorti une arme d'un coffre-fort simplement pour la lui montrer, mais qu'il aurait fait un mouvement de sursaut. Et c'est à ce moment-là que l'arme a tiré, touchant Jill. La balle a atteint Jill à la poitrine, disent-ils, puis est ressortie par son dos. Ce qui s'est passé ensuite est absolument horrible. Sullivan, pris d'une panique que son avocat a qualifiée d'inexcusable, a enterré le corps de Jill sous son garage, où ce qui lui était arrivé est resté un secret pendant plus d'1 an. Le juge a décidé que Sullivan devait être détenu sans possibilité de libération sous caution, et il doit comparaître de nouveau devant le tribunal le 17 avril. La nature exacte de la relation entre Sullivan et Kloppenberg, ainsi que la raison de sa visite chez lui, la nuit de sa mort, restent inconnus. Il n'est pas non plus clair s'il y avait des tensions entre les deux qui pourraient constituer un mobile possible pour le meurtre dans cette affaire. Nous accueillons Matt Irvine, détective à la retraite et instructeur en application de la loi. Merci d'être avec nous sur Law and Crime pour discuter de cette affaire.
Donc Sean Sullivan affirme que c'est lui. Ce n'est pas qu'il allègue. Sean Sullivan dit que c'est lui qui a tiré sur Jill Kloppenberg. Mais la version qu'il donne avec son avocat, c'est que c'était vraiment juste un accident parce qu'il allait lui montrer l'arme et qu'elle l'a touché parce qu'il s'endormait ou avait une sorte de mouvement involontaire. Beaucoup de gens pourraient trouver cela suspect plus d'un an après avoir soi-disant caché le corps sous son garage. Mais en tant que force de l'ordre, comment prouvez-vous qu'il s'agit d'un meurtre et non cette histoire particulière qu'il raconte maintenant qu'il a été arrêté? C'est une excellente question. Je veux dire, tout d'abord, il faut accepter que c'est certainement possible. Les gens tirent accidentellement sur d'autres personnes, malheureusement, tout le temps. La question est, est-ce crédible? Et est-ce que cela est vérifié ou réfuté par le reste des preuves dans cette affaire? Donc, j'espère que la police examine cette défense selon au moins trois axes. Le premier, c'est comment son récit aux policiers concernant la fusillade, et d'après ce que j'ai compris, ce récit a en quelque sorte évolué ou émergé au fil des interrogatoires. Ce n'est pas quelque chose qu'il a immédiatement déclaré. Mais comment cette version finale des faits, telle qu'elle a été racontée à la police, se compare-t-elle à ce qu'il aurait apparemment confié à un ami il y a environ un mois? Sont-elles cohérentes ou divergentes? L'autre question est, sa déclaration est-elle crédible et cohérente simplement en se basant sur ce qu'il dit? C'est-à-dire, est-il capable d'expliquer la nature de sa relation avec cette femme, les événements qui ont précédé la fusillade, ainsi que les événements de la fusillade elle-même, d'une manière qui ait du sens? Comme vous l'avez dit, pourquoi semble-t-il s'endormir avec une arme chargée à la main alors qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce? Et ensuite, surtout, sa déclaration est-elle cohérente ou non avec les preuves médico-légales et balistiques dans cette affaire? Son récit va comporter des éléments soit vérifiables, soit réfutables, s'il est capable d'en parler avec un minimum de détails. Et la trajectoire de la blessure, le schéma de la blessure, si tout cela est encore disponible pour les enquêteurs après qu'elle ait malheureusement été enterrée pendant un an, l'endroit dans la maison où cela s'est produit, il y a beaucoup de choses que vous chercheriez et qui seraient présentes et cohérentes si son récit est vrai ou qui seraient divergentes s'il invente. Et puis, la dernière chose, c'est que généralement, quand les gens inventent une histoire, ils ne la développent qu'au premier ou au deuxième niveau de détail. Donc, si l'interrogatoire est bon, s'il est soutenu et qu'il va jusqu'au troisième, quatrième, voire cinquième niveau de détail, et qu'il ment, généralement quand cela arrive, ces histoires ont tendance à s'effondrer. Les gens s'effondrent émotionnellement sous la charge cognitive et l'histoire ne tient pas la route. Tout cela sert à confirmer ou réfuter sa version des faits. À cause du tuyau reçu, j'ignore quel type de contact, s'il y en a eu un, la police de Nashua, dans le New Hampshire, a eu avec la personne à qui il aurait prétendument raconté cela. Mais cela semble avoir été un tuyau très... Enfin, c'était clairement un tuyau très crédible. Pas seulement parce qu'il a dit qu'il avait tué quelqu'un qui s'appelait Jill, mais aussi parce qu'il avait dit qu'il avait mis son corps sous son garage. Et ensuite, ils sont allés fouiller le garage, et c'est là qu'ils ont trouvé le corps de Jill Kloppenberg. Qu'est-ce que cela vous dit sur ce suspect, le fait qu'il se soit peut-être confié à quelqu'un? Je me demande si c'était le poids de la culpabilité ou s'il voulait paraître dur devant quelqu'un qu'il connaissait en disant voilà ce que j'ai fait à cette personne. Le simple fait que ce tuyau se soit révélé très vrai, qu'est-ce que cela vous dit sur Sean Sullivan? On n'a pas beaucoup entendu parler du ton de cette conversation avec l'ami dans le New Hampshire, donc il est difficile de comprendre la motivation. Mais je dirais plus généralement que la plupart des gens ont une conscience. La plupart des gens, même ceux qui font des choses terribles, en sont troublés. Ils ressentent de la culpabilité, de la honte, du remords, et le fardeau de porter ce terrible secret est souvent écrasant pour beaucoup de suspects. C'est pourquoi de nombreux suspects avouent, lorsqu'ils sont bien interrogés par la police, même si ce n'est absolument pas dans leur intérêt sur le plan juridique de le faire, ils ressentent un soulagement lorsqu'ils ont l'occasion de se confier à quelqu'un qu'ils pensent être à l'écoute, d'une manière qu'ils perçoivent en tout cas comme non jugeante et empathique. Et beaucoup de gens sont prêts à sacrifier leur propre liberté pour avoir l'occasion de se confier à quelqu'un qu'ils pensent capable de les comprendre. C'est intéressant aussi parce que, même s'il s'était confié à son ami, quand les forces de l'ordre sont venues l'interroger, il ne semblait pas vraiment honnête dès le départ. Et il a fallu plusieurs conversations pour en arriver au point où il a dit oui, voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, il a sorti cette version. Tu sais, c'est peut-être la réalité de ce qui s'est passé.
où il montrait simplement l'arme et elle s'est déclenchée accidentellement. Je veux dire, c'est un cas très différent, mais c'est presque comme la défense d'Alec Baldwin, tu sais, où tu ne voulais pas que l'arme parte, mais c'est arrivé. Et comment peux-tu prouver qu'il y avait une intention derrière ça? Comment enquêtes-tu sur cette scène alors que ça fait 1 an et je crois qu'il a aussi vécu dans la maison depuis? Comment enquêtes-tu sur cette scène et essaies-tu de comprendre comment la balle a touché Jill Kloppenberg et ce qui s'est passé dans cette situation où il n'y a aucune vidéo et où les seules personnes présentes étaient Sean Sullivan et Jill Kloppenberg? Il faut devenir un peu macabre pour discuter de médecine légale sur la scène du crime. Et je m'excuse d'avance parce que je sais que Jill Kloppenberg est une vraie personne que des gens aimaient et à qui ils tenaient. Mais en plus d'être une personne et une victime dans cette affaire, Jill Kloppenberg elle-même est malheureusement aussi, à ce stade, une scène de crime. Son corps est une scène de crime. Il y a deux scènes de crime dans une affaire comme celle-ci. Il y a l'endroit où le crime a eu lieu et il y a la personne à qui le crime est arrivé. Et dans le cas de Jill Kloppenberg, il y aura des informations que son corps, ses restes, nous donnent sur la trajectoire de la balle qui a traversé son corps, la proximité au moment où cette balle a été tirée. Des caractéristiques spécifiques apparaissent lorsqu'une balle est tirée sur une personne à courte distance, contrairement à longue distance. L'angle d'entrée et, dans ce cas, de sortie sera soit cohérent avec ce que Sean Sullivan dit sur la position de Jill par rapport à lui et la façon dont leur corps était placé, soit il sera incohérent, ce qui aura tendance à discréditer sa version des faits. Malheureusement, dans cette affaire, il semble y avoir une blessure de sortie. Et lorsqu'il y a une blessure de sortie, il y a généralement beaucoup de sang et d'autres tissus présents sur les lieux. Et d'après mon expérience, la plupart des gens, s'ils ne sont pas des experts de la scène de crime, ne nettoient pas très bien derrière eux. Le sang peut traverser la moquette, il peut traverser le plancher. Et même si vous nettoyez la surface à fond, très souvent, quand vous commencez à soulever les lames du plancher ou à retirer la moquette, vous allez trouver des preuves de sang. Et l'endroit où se trouve ce sang va, encore une fois, soit correspondre à ce que Sean Sullivan dit, soit ne pas correspondre. Donc, vous allez regarder l'endroit où cela s'est produit et vous allez regarder la personne à qui cela est arrivé. Même 1 an après, je m'attendrai à trouver des preuves utiles à ces deux endroits. Et c'est aussi un commentaire macabre, mais savoir qu'il y avait une blessure de sortie. Et je pense simplement à un corps qui était dans. Um, you know, Il est resté sous la surface pendant plus d'1 an. Je veux dire, qu'est-ce que cela dit sur la solidité des preuves qu'il pourrait y avoir d'un point de vue médico-légal? Que, du moins à ce stade, l'état dans lequel se trouvaient ces restes était suffisant pour qu'un médecin légiste ou un coroner puisse regarder et dire qu'il y avait quelqu'un qui aurait été abattu, puis une blessure de sortie qui a traversé le corps. Il est difficile de savoir, d'après les informations publiques, dans quel état étaient les restes de mademoiselle Kloppenberg lors de leur examen. Mais euh, des choses basiques comme une blessure d'entrée et de sortie devraient encore être observables quelque temps après, encore une fois, selon l'état. Donc, c'est vraiment difficile à savoir. Il semble qu'elle ait été enveloppée dans une sorte de plastique, ce qui a peut-être aidé à la protéger de la dégradation pendant l'année qu'elle a passée sous terre. C'est vraiment difficile de savoir ce que son corps peut nous révéler à ce stade. Je m'attendrai au moins à ce que des éléments de base comme la trajectoire soient visibles à ce stade. Je repense au moment où elle a été signalée disparue pour la première fois en février dernier. Et c'est en janvier qu'elle a été vue pour la dernière fois. Selon le FBI, je crois que c'était le 2 janvier. Elle quittait son domicile où elle vivait avec des amis dans un immeuble, apparemment à Lowell, Massachusetts. Et c'est juste une affaire qui semble être restée en suspens pendant 1 an sans vraiment beaucoup de pistes. Comment faites-vous au début de ces affaires, où je pense aussi à la famille qui ne savait pas ce qui lui était arrivé? Je sais que son oncle avait dit qu'elle avait eu des difficultés dans sa vie et qu'elle... Vous savez, je suis sûr qu'ils avaient gardé l'espoir qu'elle allait. Que ce ne serait pas la conclusion dont nous parlerions dans cette affaire. Mais généralement, quand le signalement de disparition arrive et que vous envisagez toutes les possibilités, quelles sont les premières étapes pour essayer de comprendre où quelqu'un est allé? Ensuite, comment en vient-on à chercher le nom de Jill Kloppenberg et à trouver sa photo sur le site du FBI? Et si vous avez des informations, appelez ce numéro où on en arrive à ce point où vous ne savez même pas si ce témoignage du New Hampshire arrivera un jour. Oui, les affaires de personnes disparues sont difficiles. Les affaires d'adultes disparus, à moins qu'il n'y ait d'autres informations qui suscitent des soupçons ou créent un sentiment de danger imminent.
Elles ne font généralement pas l'objet d'une enquête très approfondie, parce que beaucoup d'adultes qui disparaissent le font volontairement. Le plus souvent, il ne s'agit pas de cas de crime. Parfois, il y a des cas qui impliquent le suicide, la maladie mentale ou un accident. Mais encore une fois, en l'absence d'informations supplémentaires qui augmenteraient le niveau d'inquiétude. La plupart de ces cas, après une sorte d'enquête initiale et superficielle, où vous examinez des éléments de base comme les activités électroniques, le téléphone portable, la géolocalisation, les finances, vous savez, les contacts avec des amis et des proches. Une fois que ces pistes sont épuisées, la plupart du temps, ces affaires restent non résolues jusqu'à ce que quelque chose vienne changer cela. Et quel changement, vous savez, dans ce cas? Rien que d'y penser, et aussi pour le département de police de Nashville, d'être capable de poursuivre une enquête et d'essayer de rassembler les éléments. Parce que je suis sûr qu'il y a des moments où des informations arrivent et vous voulez toutes les vérifier. Mais celle-ci, vous savez, a vraiment porté ses fruits et conduit à une arrestation majeure. Pour revenir à l'histoire de Sean Sullivan qu'il raconte, selon laquelle tout cela aurait été un accident, comment le fait que, et selon les mots de son avocat, c'était une panique inexcusable qui l'a poussé à décider d'enterrer son corps sous son propre garage. Le fait qu'il ait fait cela, qu'il ait caché le corps, gardé ce secret pendant des années jusqu'à ce qu'il en parle soi-disant à un ami, comment cela influence-t-il la façon dont vous percevez son histoire? Il s'agissait de quelqu'un qui a dit: c'était un accident, j'ai paniqué, je ne savais pas quoi faire. Ce n'est qu'après son arrestation et quelques discussions que l'information est sortie. Comment ce qu'il a fait ensuite influence-t-il les accusations auxquelles il fait face actuellement? C'est un excellent point. Et oui, comme vous le suggérez, cela ne ressemble pas à une panique inexcusable. Je ne serais pas surpris si c'était un accident, alors quelqu'un pourrait paniquer juste après un tir involontaire. Mais on s'attendrait à ce que certaines choses se passent différemment. Oui. Tout d'abord, d'après ce qui est rapporté, il semble qu'elle ne soit pas morte immédiatement. Et donc, dans le cas d'un accident, on pourrait penser qu'il y aurait un effort pour porter secours, appeler les secours, obtenir une assistance médicale pour cette personne. Il semble que cela se soit produit dans une maison qu'il partage avec d'autres personnes. Il n'y a apparemment pas eu d'alerte donnée aux autres occupants de cette maison. Donc, les choses auxquelles on pourrait s'attendre après un accident ne se sont pas produites. Et ce qui s'est apparemment passé à la place, c'est qu'il a gardé ses restes dans sa chambre pendant plusieurs jours. Il a eu tout le temps de changer d'avis et de faire un meilleur choix, mais il ne l'a pas fait. Et ensuite, il a franchi une étape supplémentaire en creusant une partie de son sous-sol, en l'enveloppant dans du plastique et en l'enterrant là-bas. Donc, je veux dire, la panique, dans mon esprit, ce n'est pas quelque chose qui dure des jours et des jours et des jours. Et puis, comme tu l'as dit, persister pendant plus d'un an alors que les amis et les proches de Jill viennent littéralement frapper à sa porte, apparemment avec des prospectus, et continuer à garder le silence. D'autres motivations sont possibles, mais la panique ne semble pas correspondre. Je sais que le procureur du comté de Middlesex a dit qu'ils étaient amis ou au moins en bons termes. Nous ignorons beaucoup sur leur relation, leur proximité ou la raison de sa présence chez lui cette nuit-là. Mais tout cela a-t-il vraiment de l'importance? Par exemple, pour le mobile lors du montage d'un dossier. Si par exemple on a retrouvé son corps et les éléments médico-légaux, il prétend qu'il s'est passé quelque chose, mais ce n'est pas la personne la plus fiable puisqu'il a gardé cela pour lui pendant 14 mois avant que cela ne soit révélé. Avez-vous besoin de savoir s'il y a eu un conflit entre eux pour convaincre un jury qu'il s'agit d'un meurtre plutôt que d'un homicide involontaire? Donc, le mobile n'est pas une condition requise pour le crime de meurtre, mais cela aide dans une affaire comme celle-ci. Et en particulier, cela aide à contrer une défense basée sur l'accident. Donc oui, la nature de leur relation va être importante. Ah, la nature de ce qui s'est passé juste avant le coup de feu va être importante. Je serais très curieux de comprendre son explication sur la raison pour laquelle il s'endormirait soi-disant avec une arme chargée posée en quelque sorte sur sa poitrine alors que cette femme est présente chez lui. Ces circonstances semblent très particulières et inhabituelles. Et j'aimerais bien connaître l'histoire plus large derrière tout ça. Je voudrais certainement parler à des personnes qui les connaissaient tous les deux pour savoir s'il y avait un amour non partagé, une rupture, un conflit ou une tension entre eux qui pourrait expliquer cette violence. Je voudrais aussi savoir, dans le cas de Sean Sullivan, quel est son passé en matière de violence domestique, de violence envers un partenaire intime, de comportement agressif ou menaçant envers d'autres personnes.
Quelle est son expérience avec les armes à feu, que ce soit en les utilisant de manière agressive ou en les manipulant de façon responsable? L'une ou l'autre de ces informations aidera à comprendre comment cela s'est produit. Et nous verrons ce qui se passera ensuite. Évidemment, on ne peut que compatir avec la famille de Jill Klaffenberg, qui, j'en suis sûr, gardait l'espoir qu'elle rentrerait un jour à la maison et que ce ne serait pas la fin, mais j'espère qu'ils pourront obtenir un certain apaisement dans cette affaire, alors que la procédure judiciaire va suivre son cours. Matt Irvine, détective à la retraite, instructeur des forces de l'ordre, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur Law and Crime. Merci d'avoir parlé de cette affaire avec nous, nous vous en sommes reconnaissants. Merci, Chris Stewart. Sullivan doit revenir au tribunal le 17 avril et nous continuerons à suivre cette affaire de près. C'est tout pour cet épisode de On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify, nos épisodes sont aussi disponibles en streaming sur Peacock. Je suis Chris Stewart, à la prochaine